Bon. Je vais peut-être commencer, avant de proprement parler du livre et de mon itinéraire personnel, par décrire un petit peu ce qui se passe en Israël-Palestine de notre point de vue à l'Union juive française pour la paix. On dit souvent c'est un conflit compliqué, c'est une guerre compliquée. En fait, il y a un occupant et un occupé, ça c'est pas très compliqué. Et entre Méditerranée et Jourdain, il y a à peu près 12 millions d'habitants. On est à peu près à 51% de juifs israéliens et 49% de palestiniens. Et d'ici 2-3 ans, les Palestiniens seront majoritaires dans cet espace-là. Et en même temps, je vais décrire, mon livre aurait quasiment pu s'appeler Un point de vue juif sur l'apartheid israélien. Je vais décrire comment ça fonctionne, comment c'est possible qu'avec une situation 50-50 au niveau de la population, il y ait une telle inégalité en termes économiques, en termes politiques, en termes de possession de la terre ou de possession des richesses. Je vais un petit peu décrire ce qu'est l'apartheid israélien. La colonisation a fragmenté complètement la société palestinienne en de nombreuses entités, et chaque entité, quelque part, subit une forme de discrimination particulière. Je vais commencer un petit peu par la plus grosse entité, la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est, si j'enlève le Grand Jérusalem, 2 100 000 Palestiniens, 350 000 colons. Mais on se trouve dans une situation où les colons occupent quasiment la moitié de l'espace de la Cisjordanie, où ce sont les villes et les villages palestiniens qui sont totalement encerclés par les colonies. Il s'agit d'une colonisation spatiale qui a commencé dès les années 70, quand les Israéliens ont déclaré que à peu près la moitié des terres de Cisjordanie étaient des terres vacantes. Quand elles n'étaient pas vacantes, ils les ont rendues vacantes en expulsant les habitants. Et aujourd'hui, en dehors de toutes les zones habitées des colonies, ils ont créé un petit peu partout des zones industrielles, des décharges, des stations-service et tout. Et on s'aperçoit que cet espace-là, petit à petit, a totalement transformé la Cisjordanie en Bantoustan. Il faut y ajouter la division administrative de la Cisjordanie en 3 zones, A, B, C, que la zone A est théoriquement sous souveraineté palestinienne, mais qu'elle est perpétuellement agressée et occupée par l'armée israélienne, qu'à l'inverse, la zone C, qui regroupe les blocs de colonies et la vallée du Jourdain, est quasiment aujourd'hui totalement annexée, et les Palestiniens sont petit à petit expulsés de cette zone qu'ils habitent. Il faut y ajouter une espèce d'imbroglio juridique qui fait que pour des Palestiniens de la zone A, épouser une Palestinienne de la zone C est quasiment un casse-tête impossible à régler. Il s'agit d'un territoire où, dans les temps, il y a eu jusqu'à 750 checkpoints à travers la Cisjordanie. Ça a un petit peu baissé, on est passé à une guerre de basse intensité. Mais pour les Palestiniens, les actes quotidiens de la vie, qui sont circuler, se nourrir, se soigner, s'éduquer et tout, sont devenus des actes véritablement très difficiles. Il faut savoir que les checkpoints ont été en grande partie privatisés, la compagnie G4S, qu'il convient de boycotter, et que quand ils ne sont pas privatisés, on a sur ces checkpoints souvent des bidasses extrêmement jeunes, garçons et filles, et plus ils ont peur, plus ils sont dangereux. Il faut savoir que le mur qui a été condamné par la communauté internationale, par la Cour de la Haye, fait aujourd'hui 700 km, que plus la communauté internationale condamne et plus le colonisateur israélien s'en contrefout, et ce mur a continué de s'agrandir. Les Israéliens n'ont jamais hésité à faire des incursions armées extrêmement meurtrières en Cisjordanie. Donc on se trouve dans une situation de bantoustanisation, où on a des poches qui sont les zones à peuplement palestinien très important que les Israéliens n'ont pas attaquées, et toutes les autres zones ont été petit à petit occupées. En termes de possession de la terre, 40% de la terre échappe aujourd'hui aux Palestiniens en Cisjordanie. En termes de consommation d'eau, un colon consomme en moyenne plus de 10 fois la quantité d'eau des Palestiniens. Les Palestiniens n'ont pas le droit de creuser des puits. Ils sont obligés de payer à l'occupant israélien leur propre eau et leur électricité. Donc on est véritablement dans ce qu'il conviendrait d'appeler une situation coloniale.
Je saute un petit peu pour décrire cette bantoustanisation de la Palestine, pour parler de Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville de 800 000 habitants. Les Israéliens avaient Jérusalem-Ouest, qui a à peu près 280 000 habitants depuis 1948. Ils y ont fait, dès 1948, un nettoyage ethnique. Je cite dans une anecdote ce qu'il y a de plus violemment scandaleux, déjà dans ce qui a été fait bien avant la guerre de 67, le plus grand massacre de la guerre de 48, Der Yassin, quand les terroristes de l'Irgun assassinent 250 villageois palestiniens, c'est dans Jérusalem-Ouest. Der Yassin est devenu aujourd'hui un nouveau quartier de Jérusalem. Toute la population palestinienne a été liquidée ou expulsée. Ça s'appelle aujourd'hui Givat Shaul. Le tunnel routier qui passe sous Givat Shaul s'appelle tunnel Menachem Begin, du nom de l'assassin de Der Yassin. Et sur le territoire de Der Yassin a été construit le musée Yad Vashem, le musée de la Shoah, comme si quelque part une mémoire pouvait en justifier un nettoyage ethnique et un massacre. Aujourd'hui, depuis 1948, c'est à Jérusalem-Est que le nettoyage ethnique s'est déplacé. À Jérusalem-Est, il y a environ 500 000 habitants. Les Palestiniens sont à peine majoritaires par rapport aux colons. C'est-à-dire que sur toute une série de collines, les Israéliens ont construit ce qu'ils appellent des nouveaux quartiers, qui sont des colonies. La colonie de Pisgat Ze'ev est reliée à un tramway à Jérusalem-Ouest, tramway construit par les Français, par Veolia, au mépris évidemment du droit international. Et toute une série de grandes colonies ont vu le jour dans Jérusalem-Est, Gilo, Ramoth, Pisgat Ze'ev, etc. Et en plus de ces colonies, ce sont les quartiers palestiniens qui ont été petit à petit attaqués. Dès 1967, un quart de la population palestinienne de la vieille ville a été expulsée, notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier juif de la vieille ville, autour du mur de lamentation. Et aujourd'hui, ce sont d'autres quartiers dans Jérusalem qui sont attaqués, notamment les quartiers de Silwan et Sheikh Jarrah. Attaquer, ça veut dire quoi? Des destructions de maisons absolument incessantes, des confiscations de maisons. Et par exemple, il est intéressant de savoir qu'à Silwan, c'est la Bible qui est la justification de l'expulsion des Palestiniens, puisqu'on construit la maison du roi David, le parc du roi David, le musée du roi David, alors que les plus grands archéologues israéliens ont de très sérieux doutes sur l'existence historique du roi David. À Silwan, plus de 1600 Palestiniens ont déjà été expulsés, 80 000 maisons déjà ont été détruites. À Sheikh Jarrah, c'est un peu la même situation. Et il y a évidemment des comités de résistance populaire qui se sont installés dans ces quartiers. Je continue un petit peu de me déplacer dans cet apartheid israélien pour parler de Gaza. Gaza est devenu ce qu'on peut appeler un laboratoire à ciel ouvert. En tant que juif, je dirais, c'est un ghetto sans génocide, mais en tout cas avec le sociocide. Donc à Gaza, si on remet les choses un petit peu, la Cisjordanie, c'est 5600 km². Je crois que la Gironde en fait 10 000 pour avoir un ordre de grandeur. Gaza, au contraire, c'est tout petit. C'est 360 km², 1 700 000 habitants, donc une densité de population de 4500 habitants au kilomètre carré. Gaza, quelque part, ressemble à une gigantesque montagne de gravats. L'occupant a puni collectivement les Gazaouis d'avoir mal voté, et donc il a instauré, avec la complicité totale de la communauté internationale, France, États-Unis, Europe, mais aussi avec la complicité de Moubarak quand il était au pouvoir, un blocus hermétique. Le résultat, c'est qu'en gros, à Gaza, pour alimenter la bande de Gaza, il faudrait 150 camions chaque jour. Les jours de paix, il en passe 40, et les jours de tension, il en passe 0 ou 5 ou 10, en tout cas très peu. Donc à Gaza, on manque de tout. On manque de nourriture, et sans les tunnels, la situation aurait été absolument dramatique. On manque d'eau, la nappe phréatique est devenue saumâtre, et de nombreuses usines de purification de l'eau ont été détruites. On manque d'électricité, l'électricité est coupée très régulièrement. On manque de ciment pour reconstruire les maisons, mais on manque aussi de médicaments, de matériel scolaire et tout. Les Israéliens ayant déclaré stratégique, par exemple, les cartables, dont l'exportation pendant longtemps était interdite dans Gaza.
les Gazaouis ont eu, payé par l'Union européenne pendant 3 ou 4 jours, un port et un aéroport. Le port et l'aéroport de Gaza ont été pulvérisés par l'occupant quelques jours à peine avant leur inauguration et n'ont jamais pu servir réellement. Les Gazaouis ont toujours été un peuple de pêcheurs. Ils n'ont pas le droit de pêcher. On leur a royalement autorisé de passer de 1 km à 2,5 km des côtes la zone sur laquelle ils pouvaient pêcher. Et dès qu'une barque s'éloigne un tout petit peu, elle est coulée ou elle est bombardée. Et il y a eu d'ailleurs de nombreux morts parmi les pêcheurs qui avaient enfreint le blocus maritime qui est imposé aux Gazaouis. Donc on est dans une situation de ghettoisation avec l'occupant qui s'est régulièrement permis des assassinats ciblés,